Mystère, mystérieux. Ouh là là. Qu'est-ce que c'est? On ne sait pas. Mystère. Bienvenue, bonjour à tous dans un nouvel épisode des Mystères mystérieux. Vous êtes toujours en compagnie de vos 3 chroniqueuses préférées ce soir. J'ai annoncé Sandy. Bonjour. Juliette qui est retournée chez elle au loin. Salut. Et moi qui suis votre hôte de la soirée, on va dire. Qui est là? Je suis juste là, j'existe. Je ne sais pas encore pourquoi, j'attends qu'on vienne me chercher d'ailleurs. Aujourd'hui encore, on vous a préparé 3 chroniques autour de thèmes mystérieux, de curiosités diverses autour de la pop culture ou historique ou scientifique. Est-ce que vous avez préparé vos mots-clés aujourd'hui, les filles? Oui. Oui. Ok. Sandra, dis-moi, quel est ton mot-clé pour cette nouvelle rubrique? Eh bien, mon mot-clé en sera 2. Courrier indésirable. Ok, je suis bien curieuse d'entendre ce dont tu vas nous parler. Juliette, ton mot-clé pour ce soir? Combustion. Ah, combustion. Ok. J'ai des idées. Alors Juliette, à toi l'honneur, c'est toi qui ouvre le bal des mystères ce soir, on t'écoute. Moi, ce soir, je vais vous parler d'un phénomène un peu quasi paranormal, dont on recense des cas, en fait, depuis plusieurs siècles, jusqu'à aujourd'hui. Et ce phénomène s'appelle la combustion spontanée. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Il en était sûr. Oui, j'en ai entendu parler. C'est les feux follets, non? C'est pas ça? Non, c'est les gens... pas du tout. C'est les gens qui explosent. En fait, qui explosent, non. Mais le principe, en fait, ce serait une sorte de feu qui prend naissance à l'intérieur des personnes, notamment au niveau de la poitrine, et qui va s'étendre sur le corps. C'est vraiment une combustion intérieure. Et ce qui est particulier, c'est que lors de ces combustions, il reste déjà plus rien. Alors que, par exemple, contrairement à une incinération, il y a toujours quelques fragments du corps, là il n'y a plus rien, et parfois le feu peut prendre brûler certains membres du corps et s'arrêter. Mais c'est complètement dingue ce truc. Voilà, c'est particulier. Les gens prennent feu. Donc, on fire. Voilà, ils prennent feu tout seuls, et alors parfois il y aurait des éléments qui pourrait expliquer, et parfois vraiment c'est inexpliqué. Donc le premier cas recensé de combustion spontanée, il daterait de 1731 en Italie, et ce serait la comtesse de Cornelia Bandi qui est retrouvée en cendres, à l'exception de ses bras, de ses jambes et une partie de sa tête. Wow. Donc alors, bien glauque. C'est-à-dire en cendres, à l'exception de ses bras et de sa tête, enfin de ses jambes, de ses bras et de sa tête. C'est-à-dire qu'ils ont retrouvé les membres détachés et le torse avait disparu. Wow, on part tout de suite dans l'hyper glauque. Voilà, c'est ça l'idée. Enfin, je vois pas ce que tu veux comme détail. Parce que c'est vraiment ça, c'est vraiment le corps. Il y avait une partie qui avait cramé, et comme si le feu s'était interrompu à un certain moment au niveau des bras, des jambes, de sa tête. Ah, ok. Et donc, en plus d'avoir laissé une partie du corps non brûlée, la chambre était remplie de suie, mais elle n'avait pas brûlé. Donc ça veut dire que c'est une combustion elle était lente. C'est ça. Il y avait pas... son lit n'avait pas cramé, ses draps non plus. Voilà, les rideaux de son lit non plus. Enfin, une espèce de feu intérieur qui l'avait rongé et puis qui s'était éteint. Ok. En fait, les détails aussi étranges de ces combustions, c'est aussi la position de certaines victimes qui sont assises dans un fauteuil ou allongées dans leur lit, qui donnent le sentiment que la combustion est instantanée. C'est pas une combustion qui aurait pu démarrer lentement et où la personne peut se rendre compte, mince, je suis en train de cramer, il faut m'éteindre. Et d'un coup, ça prend feu, ça explose, comme tu disais, Sandra. Et que voilà, ils se sont consumés sans être rendus compte, en fait. Et ça se passe en combien de temps, généralement, ce genre d'événement? Ça
pas trop, ça dépend des personnes, en fait, ça dépend des témoignages. C'est pour ça que c'est un peu étrange aussi comme phénomène. Toutes les histoires sont un peu étranges. C'est jamais dans les mêmes conditions, il peut y avoir des témoins ou non, donc c'est un peu délicat. Mais c'est un phénomène qu'on a constaté partout à travers le monde ? Oui. Et j'ai relevé et des témoignages d'êtres humains et aussi d'animaux. Ah, des animaux, je savais pas ça. Ouais, j'avais relevé aussi un cas en 1968 en Arizona, une éleveuse qui aurait vu ses vaches en fait prendre feu aussi toute seule. Voilà, sans explication apparente. Il y a, du coup, c'est ce que je vous disais, il y a aussi des cas de combustion qui se sont déroulés devant des témoins. Donc, c'est le cas d'une jeune Anglaise qui se serait enflammée spontanément dans une discothèque en 1980 devant plusieurs personnes. Je suis désolée, c'est pas drôle, mais je l'imagine en train de danser, et puis d'un coup, C'est ça, c'est Fire on the Dance Floor, finalement, ça vient peut-être de là, quoi. Est-ce que Célia devient la fièvre du samedi soir ? Peut-être. Aussi, j'avais relevé une femme qui, dans un parc au nord de l'Allemagne en 2015, aurait pris feu sans un cri. Donc c'est encore plus glauque, parce que là, il y a vraiment la personne qui prend feu comme ça, tranquillement. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu des crimes déguisés comme ça ? Alors peut-être, c'est génial, ça me fait la transition pour le point suivant. Puisque le cas le plus récent, il date de 2020. C'est le corps d'une femme dans le Val-de-Marne, donc en France, qui a été retrouvée calcinée chez elle, dans le couloir de la cuisine, partiellement carbonisée. Et c'est vrai qu'au départ de l'enquête, c'est son mari qui a été visé, comme quoi ça aurait été en fait un crime déguisé. Ouais. Et puis l'enquête a conclu à un accident domestique, mais c'est vrai que pour d'autres cas, le doute peut... il y a toujours un doute que ce soit un crime. Tu me dis ça existe chez les animaux et chez les humains. On n'a quand même pas le même mode de vie ni le mode d'alimentation. Donc est-ce qu'il y a quelque chose qui provoque ? Alors, pour les vaches, je sais pas du tout. Et c'est le seul cas que j'ai trouvé. Donc, il n'y a pas beaucoup d'informations dessus. Et la plupart du temps, c'est quand même plus des témoignages d'êtres humains qui prennent feu. Donc je saurais pas te dire pourquoi les vaches ont pris feu. En revanche, pour les êtres humains, il y a plusieurs hypothèses. Donc c'était, au départ, il y a plusieurs siècles, c'était le jugement divin. Donc le feu du diable qui vient dévorer le pécheur de l'intérieur. L'hypothèse classique de tous les mystères, en fait, à chaque fois, c'est Dieu. C'est ça. Alors c'est principalement des femmes aussi qui prenaient feu. Okay, donc on a encore plus, forcément mis le jugement divin dessus, avec le truc de la sorcellerie, tout ça. Voilà, elle méritait un peu ce qui leur arrivait. Ces pécheresses. C'est ça. Il y a eu aussi l'hypothèse de l'alcool, puisque effectivement plusieurs personnes qui se sont consumées étaient parfois alcoolisés ou alcooliques et que du coup ça prendrait plus facilement feu avec de l'alcool dans le sang, mais bon, c'est pas forcément très recevable parce que sinon tous les alcooliques finiraient par prendre feu. Ce serait un joyeux bordel. Voilà. Tous les samedis soirs au pub. Sinon, en discothèque, il y aurait un peu plus de personnes qui s'enflammeraient. Les soirées seraient bien plus folles par contre. Sandra, t'es vraiment une sorcière. On pourrait danser autour du bûcher comme ça, tout ça. Oui, ce serait rigolo. Alors après, l'alcool, il revient très souvent aussi comme non comme hypothèse de combustible, mais plus comme un facteur qui ferait que les victimes en fait sont tellement ivres qu'elles ne se rendent pas compte qu'elles commencent à prendre feu. Et que du coup, après, le feu, il se répand et voilà, ils sont hébétés par l'alcool et ils peuvent rien faire. Un début d'incendie à l'intérieur de ton corps, qu'est-ce que tu peux faire en fait ? Non, mais là, ce serait plus que le feu, du coup, prendrait naissance, mais pas à l'intérieur du corps, mais sur une partie du vêtement, mais que la personne ne s'en se rendrait pas compte parce qu'elle est alcoolisée et du coup, elle commencerait à cramer. Ah, ok. Et là, c'est les hypothèses comme quoi ça viendrait pas de l'intérieur du corps. Ah, ouais, ok. Genre clope mal éteinte.
Voilà, procession à la C'est bougie, ça. Ouais. rituel satanique. c'est ça. Là, il y avait eu aussi, tu vois, un témoignage d'un transporteur de bois, pareil aux États-Unis, qui avait été retrouvé mort brûlé au bas de sa charrette. Et en fait, le cadavre avait été carbonisé seulement en surface. Et on aurait retrouvé sa pipe pas loin du corps. Donc là, l'hypothèse, c'était que la pipe, il aurait pris feu avec sa pipe, qu'il aurait été alcoolisé. Et en fait, il se serait pas rendu compte qu'il prenait feu, et puis il serait tombé et il serait mort comme ça. Ça dépend toujours des histoires, mais il y en a vraiment certaines qui sont très très bizarres, et il n'y a aucun élément qui pourrait faire penser à une source en fait de feu extérieur. D'accord. Moi, j'en avais vu le cas d'une vieille dame qui avait été retrouvée comme ça aux États-Unis, assise dans sa chaise, et apparemment, en plus du fait que apparemment le fauteuil dans lequel elle était avait été à peine brûlé, Ah oui, j'en ai entendu parler de ça, ouais. sa tête avait rapetissé. Le crâne avait rapetissé. Je te jure que c'est vrai. Bah, Sous l'effet de la chaleur. Sous l'effet de la chaleur, apparemment. Donc oui, je t'ai coupé du coup. Non, qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme hypothèse? Alors, c'était une hypothèse concernant les fluctuations géomagnétiques ou une sorte de double électrodynamique du corps humain. Voilà, deux énergies contraires qui se rencontrent et paf, ça prend feu. Voilà. C'est un peu bancal hein, comme hypothèse. Hein. C'est parce qu'ils ont pas bien équilibré leur chakra, ça. Oui, Ouais, voilà, c'est un peu d'un autre ça. œil. Voilà, un problème au niveau du troisième œil et puis voilà. Quoi. Enfin, faut se méfier. Après, plus scientifique, l'hypothèse des mitochondries. Donc, les mitochondries, c'est un organite de la cellule qui sert à transformer les nutriments des aliments en énergie utilisable par le corps. Et ce serait une défaillance en fait de ces mitochondries dans la transformation de l'énergie qui créerait une sorte de mini-explosion. Et du coup, avec une réaction en chaîne, ça finirait par embraser le corps. Faut vraiment pas Et avoir de uniquement chance. le corps, puisque le phénomène viendrait des cellules. Et une fois que toutes les cellules ont explosé, le feu s'arrête en fait. Mais ça fonctionnerait pas pour le cas de la nana dont il est resté des petits bouts. Quelle horreur. On a retrouvé des petits bouts. Non, mais en fait, cette explication, elle me semble vraiment hyper logique, quelque part. Oui. Ouais, elle est pas trop mal. Je trouve pas mal. qu'elle tient la route, elle est voilà, pas Elle trop est mal. pas trop mal. Et je vous ai gardé donc le meilleur pour la fin. Oui. Les extras. La dernière hypothèse qui s'appelle l'effet de mèche. Voilà, c'est très en vogue dans les hypothèses concernant la combustion spontanée. L'effet de mèche. J'ai lu plein d'articles qui parlaient de l'effet de mèche. Donc c'est une hypothèse principalement mise en lumière par le docteur Christian Palmière qui dit, je cite, « Tout se passe comme si le corps brûlait comme une bougie, la graisse humaine étant la cire, tandis que les vêtements enflammés et imbibés de graisse servent de mèche. Ayant pris feu, les vêtements brûlent la peau, qui, une fois carbonisée, se fissure. La graisse sous-cutanée s'écoule alors, entraînant le long processus de combustion. Les parties du corps les plus calcinées sont celles qui renfermaient d'abondantes quantités de graisse. » C'est dégueulasse comme théorie. Voilà. Mais alors, du coup, est-ce que les gens en surpoids, dans les faits historiques, est-ce que c'était souvent des gens en surpoids, du coup? Non, mais ça expliquerait par contre pourquoi c'est plutôt des femmes qui prennent feu, parce que elles ont des dépôts adipeux plus importants que les hommes. Entre le fait qu'on soit des femmes, qu'on boive des coups, que je sois fumeuse et qu'on aille au pub, à tout moment on s'enflamme en fait. C'est pour ça. C'est pour ça, Loli. YOLO. Moi, je vous conseille de sortir toujours avec une borne d'incendie. Au cas où. Oui. Voilà, bon, c'est une explication plausible, mais il n'y a pas vraiment en fait une explication valable en fait et prouvée. Et puis malgré tout, l'effet bougie il est ok, il est sympa, mais on cherche toujours du coup la source du feu, parce que si c'est effectivement intérieur, la mitochondrie, il faut quand même d'où part l'étincelle, et même si l'effet de mèche existe, il nous manque quand même l'élément de base. Sandra,
tes théories non exposées encore sur la chronique de Juliette? Les théories non exposées... Non, en vrai, j'en ai pas qui n'ont pas été exposées. Moi, je crois plutôt, en vrai, au taux d'alcool dans la théorie de l'alcool. Ok. Qui démarque Juliette, ça. parmi les théories que t'as étudiées, laquelle te semblait vraiment la plus plausible? Le jugement divin. J'en étais sûre. Évidemment. Tu crois à toi quelle théorie, toi, plutôt? Le jugement divin aussi? Le jugement satanique. Non, moi je pense l'alcool. Ah, Je va pense. falloir qu'on fasse Mais attention. Quelque part, tu sors, tu t'amuses, tu bois des pintes au pub. Finalement, est-ce que tu ne te fais pas juger par une force supérieure? Ce serait dommage. Ce serait dommage. Ça me ferait chier, tu vois. Tu as bu 3 pintes. Voilà. Tu sais, au lieu de te tamponner ta carte de fidélité, tu te prends une étincelle. Ça part après. Eh bien, merci beaucoup Juliette pour cette chronique complètement folle, encore une fois. Dis-nous qui est la prochaine personne qui va nous présenter son sujet de cette folle soirée de mystère. Ça va être Sandy. C'est à moi. De quoi vas-tu nous parler, Sandra? Rappelle-moi tes mots-clés. Courrier indésirable. Ah ouais. Mhm. Ouais, et franchement, après la paillette de l'autre jour... Mystère. Alors, moi je vais vous raconter l'histoire du Watcher. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Non. D'accord. Bon alors, on va commencer par le début. En 2014, la famille Brodus achète leur maison de rêve à Westfield, dans le New Jersey. Derek, Maria et leurs 3 enfants vont pas tarder à emménager dans une maison qui vaut quand même 1,3 million de dollars. 3 jours après avoir conclu l'accord d'achat, Derek était dans la maison pour finir les travaux de rénovation. Et tout content, il va chercher le courrier et il trouve une lettre dans le courrier avec écrit à la main au nouveau propriétaire. La lettre dit: Cher nouveau voisin du 657 boulevard, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue dans le voisinage. 657 boulevard a été le sujet de ma famille depuis des décennies, et maintenant qu'il approche son 110e anniversaire, j'ai été chargée de veiller et d'attendre sa 2e venue. Mon grand-père surveillait la maison dans les années 20 et mon père dans les années 60. Désormais, c'est mon tour. Connaissez-vous l'histoire de la maison? Savez-vous ce qui se cache dans les murs? Pourquoi êtes-vous ici? Je le découvrirai. Vous avez des enfants? Je les ai vus. Jusque-là, j'en ai compté 3. Et il continue. Avez-vous besoin de remplir la maison avec le jeune sang que j'ai demandé? Une fois que je connaîtrai leur nom, je les appellerai et les attirerai vers moi. Avec le jeune? C'est avec le jeune Oui, le jeune sang, sang. En référence à ses 3 enfants. Mais ça, on est en quelle année? En 2014. Ah oui, donc c'est récent. C'est très récent. Et du coup, il finit sa lettre en disant: Qui suis-je? Il y a des centaines et des centaines de voitures qui passent devant 657 boulevard tous les jours. Je suis peut-être l'une d'elles. Regardez toutes les fenêtres que vous voyez depuis 657 boulevard. Je suis peut-être l'une d'elles. Regardez les personnes qui passent devant votre maison chaque jour. Je suis peut-être l'une d'elles. Signé The Watcher. Wow. Creepy. Voilà, Derek du coup reçoit ça 3 jours avant d'emménager. Forcément, il appelle directement la police. Alors la police lui conseille de ne parler à aucun de leurs voisins de cette lettre, parce qu'ils sont d'office tous suspects. Il contacte aussi les anciens propriétaires, à qui ils ont racheté la maison, les Woods. Et les Woods ont dit qu'en 23 ans qu'ils ont vécu dans la maison, ils n'ont jamais reçu aucune lettre, sauf juste avant de déménager. Mais ça les a pas choqués plus que ça, puisque la lettre était plus bizarre que menaçante. En fait, The Watcher les remercie de s'être occupé de la maison sans ton menaçant quoi que ce soit. Mais c'est bizarre la notion de s'occuper de la maison en fait. Ben, il y a une certaine obsession autour de la maison dans cette affaire et il explique jamais vraiment pourquoi en fait il veille sur la maison. Ah oui, ça c'est jamais expliqué même à la fin. Non, même à la fin en fait. Il dit qu'il surveille la maison, mais il a jamais dit pourquoi exactement il surveillait cette maison. Ok, mais du coup c'est une très ancienne maison. Elle a 110 ans la maison. Ah oui. Et c'est hanté? Apparemment non. Il n'y a pas d'histoire de... Souvent en fait dans ses lettres il mentionne est-ce que vous savez ce qu'il y a dans les murs? Est-ce que vous connaissez l'histoire de la maison? Il n'a jamais mentionné aucun fantôme, il n'a jamais mentionné aucun meurtre. On ne sait pas ce qu'il cherche. Ok, et la famille du coup elle remarque rien d'anormal dans la maison? Non. C'est jamais mentionné à aucun moment qu'elle a vu quelque chose de bizarre. Et pourtant, ils ont fait de sacrés travaux de rénovation dans la maison, donc ils auraient pu retrouver des trucs. La police aussi a intervenu sur l'affaire et rien n'est ressorti par rapport à ça. Trop bizarre.
C'était juste pour les faire C'est flipper. juste pour les faire flipper. Mais du coup, ils ont reçu d'autres lettres après? Parce que Oui. là, ils ont été voir la police. Oui, ils ont reçu d'autres lettres après ça. Donc j'étais sur les Woods, que en fait, eux, en 23 ans d'existence, du coup, ils se sont jamais sentis observés dans la maison. Ils laissaient même quelquefois la porte ouverte. Donc vraiment, c'était safe pour eux. 2 semaines plus tard, après cette lettre, ils en reçoivent une deuxième, avec cette fois beaucoup plus de détails sur la famille. Ils mentionnent leur nom de famille, mais mal éplé, comme si quelqu'un l'avait entendu mais ne l'avait pas lu. C'est pas écrit sur leur boîte aux lettres? Bah si, c'est ça que je comprenais pas dans les détails. Je l'ai lu plusieurs fois dans plusieurs articles, j'étais là, mais le mec, il suffit juste de passer dans la maison et t'as le nom de famille. Et il la watch pas si bien la maison. Mais oui. Du coup, dans la deuxième lettre, il y a aussi mentionné l'âge des enfants, les surnoms des enfants, ce qui laisse à penser qu'il écoute, par contre, ce qui se passe. Et il mentionne aussi avoir vu une de leurs filles peindre dans une partie de la maison et dire « Est-ce que c'est l'artiste de la famille ?» Oh, mais c'est un voyeur, en fait. Ouais, c'est ça, c'est juste un gros voyeur. Alors, dans cette lettre, il y a aussi tout un passage magnifique qui, en tant que parent, ça doit être sympa de lire ça. Cela fait des années qu'il n'y a pas eu de jeune sang dans les couloirs de la maison. Avez-vous trouvé tous les secrets qu'elle contient ? On dirait Lucius Malfoy, tu sais. On dirait surtout un escape game, mais bon. C'est un peu ça. Est-ce que le jeune sang jouera au sous-sol ? Ou sont-ils trop effrayés pour aller en bas ? Je serais très apeurée à leur place, c'est si loin du reste de la maison. Si vous êtes à l'étage, vous ne les entendrez jamais crier. Ou alors on dirait l'elfe maléfique qui est méchant. À l'autre, je sais plus son nom par contre. Tu sais, les sangs de bourbe, créature. Les sangs de bourbe. Franchement, c'est ça. On parle beaucoup d'Harry Potter ce soir. Donc forcément, après avoir lu cette deuxième lettre, ils ne sont plus jamais venus avec les enfants. En fait, il y a eu juste des travaux dans la maison, mais eux ont repoussé forcément l'emménagement. Et donc ils ont reçu une troisième lettre qui dit, plusieurs semaines plus tard, « Où êtes-vous ? Vous manquez au 657 boulevard. » Donc ils les surveillent, effectivement. Donc les mois suivants sont un enfer pour le couple, on peut s'en douter. Ils sont victimes d'une paranoïa monstre parce que tout le monde est suspect et ils peuvent en parler à personne. Derek, le mari, souffre de dépression. La femme, apparemment, est diagnostiquée avec des syndromes de PTSD, de syndrome post-traumatique. C'est une famille riche qui n'a jamais eu aucun souci. Donc je suppose que le fait qu'ils soient surveillés par un stalker dans une maison... Ouais, puis qu'ils aient investi autant d'argent, parce Ouais. que t'investis là-dedans et finalement tu peux jamais y habiter, ça doit être dur psychologiquement. Oh Puis putain, tu- je suis en train de défendre les riches. Oui, moi aussi, j'ai eu du mal quand j'ai lu qu'elle avait été diagnostiquée avec des syndromes post-traumatiques. J'étais là, quand même. Mais effectivement, Je pense quand on menace tes enfants... oui. Et surtout, tu ne sais pas quand ça peut arriver. Si tu es surveillé, tu as l'impression que quelqu'un te regarde tout le temps. Je peux comprendre aussi, en fait. Donc, à la fin de 2014, l'enquête était au point mort. Il n'y avait pas d'empreinte digitale sur les lettres. Aucun indice aussi. Donc, impossible de faire quoi que ce soit. Et ils ont jamais vu quelqu'un. Alors, il y a un potentiel suspect, mais j'en parlerai plus nulle tard. part. Ah, ok. Donc en fait, étant incapable d'emménager dedans, il décide de la vendre, mais le fait de voir une maison nouvellement achetée et que les propriétaires n'ont jamais emménagé dedans, le voisinage commence à suspecter quelque chose et des rumeurs circulent, donc ils n'arrivent pas à la vendre. Entre-temps, ils ont aussi poursuivi les anciens propriétaires pour ne leur pas avoir dit qu'ils avaient reçu une lettre. Mais du coup, c'était un mauvais move parce que lors du procès, en fait, les lettres ont été rendues publiques et l'affaire est devenue virale. Donc, C'est hyper américain, ça. c'est très américain. La famille précédente, elle avait du coup reçu plusieurs courriers. Non, similaires. elle en a reçu qu'un, plusieurs jours avant de déménager, et c'était plus bizarre que menaçant comme lettre. Ils l'ont jeté immédiatement, donc qui disait, en gros, merci d'avoir veillé sur la maison. Rien de Ok. menaçant, c'était juste bizarre. Et d'ailleurs, ils ont perdu leur procès, les Brodus. Il y avait rien, en fait. Ils pouvaient pas Bah se douter que ça allait se transformer Non, comme ils ça. avaient aucun moyen de savoir que ça allait effectivement devenir aussi important. Bah, du coup, l'affaire est devenue virale et donc il y a eu un torrent médiatique. Les reporters étaient H24 devant la maison, les gens campaient pour essayer de voir s'ils voyaient des choses pour pouvoir faire avancer l'affaire. Enfin, du coup, c'était impossible de vendre cette maison. Finalement, au bout de 2 ans, ils ont réussi à trouver des locataires pour la maison, mais du coup à un loyer très très bas et sous condition que s'ils recevaient une autre lettre, les locataires pouvaient partir. Donc la maison, elle est restée inhabitée pendant 2 ans. En gros, oui. D'accord. Et Ouais. du coup, le Watcher, il continue à envoyer des lettres pendant 2 ans? Non, ils n'ont pas reçu de lettre pendant 2 ans. Et en fait, 2 semaines après que ces nouveaux locataires soient arrivés, ils ont reçu une nouvelle lettre. Et cette fois, elle dit
au vil et malveillant Derek et sa garce de femme de Maria. 657 boulevard a survécu à votre attaque et est resté fort avec son armée de sympathisants barricadant ses portes. Mes soldats ont suivi mes ordres et ont sauvé l'âme du 657. Gloire au Watcher. Ok. Et en fait, il a dit la maison a survécu à ces attaques parce que pendant ces fameuses 2 années, comme ils ne pouvaient pas arriver à vendre la maison, ils ont essayé de la diviser en 2 propriétés différentes. L'ennui, c'est que la commission de voisinage a refusé leur projet sous prétexte que les 2 propriétés qui allaient résulter étaient trop petites, de quelques mètres carrés en Ils avaient peut-être des normes de riches. Oui, c'est exactement ça. C'est un peu abusé vu l'histoire de la famille, mais en fait, oui, du coup, les 2 propriétés qui en auraient résulté auraient été trop petites suivant la régulation du Moyen-Âge. D'accord. Et il finit avec dans cette lettre par peut-être un accident de voiture, peut-être un feu. Peut-être quelque chose d'aussi simple qu'une petite maladie qui reste et qui vous fait sentir mal jour après jour. Peut-être la mort mystérieuse d'un animal, des êtres aimés mourant soudainement, des avions, des voitures et des vélos qui s'écrasent, des os qui se cassent. Vous êtes haïs par la maison et le Watcher a gagné. Il s'est fait son histoire tout seul, le mec, parce que, Oui. genre, oui, on va vous briser les œufs. Les gens sont déjà partis. Oui, déjà, les gens sont partis, et puis c'est un peu ridicule, tu vois. En fait, le mec couvre absolument tout ce qui peut arriver dans ta vie, Ouais, et dit, c'est moi. c'est ça. C'est grâce à ça, c'est moi qui l'ai fait. Puis surtout, le Watcher a gagné, mais il a rien gagné, parce qu'il s'est rien passé de tout ça, en fait, pour la famille qui avait fait les travaux de rénovation. Ben non, il s'est rien passé. Ils ont juste jamais pu emménager dans la maison parce qu'ils avaient peur que quelque chose arrive. Ok. Donc c'est ça qui est étrange, c'est que c'est juste... ils reçoivent des lettres, des menaces, mais il n'y a jamais eu d'attaque physique, jamais eu d'intrusion dans la maison, enfin à ce qu'ils sachent. Les propriétaires, en fait, les Brodus ont quand même posté des caméras H24. Il y a eu quand même la police pendant un petit moment qui surveillait la maison. Il s'est jamais rien passé. Ils ont jamais vu personne Non, alors au niveau des suspects... traîner dans le jardin et tout ça. Non. Il y a eu en fait... Alors au niveau des suspects, il y en a eu 2. Il y a quelqu'un qui a été surpris en train d'attendre dans une voiture à côté de la maison une fois, et la police l'a surpris et l'a arrêté. Il s'avère qu'en fait c'était un mec dont la copine habitait dans le voisinage. Apparemment il jouait à des jeux vidéo étranges et il y avait un personnage dans les jeux vidéo qu'il jouait qui s'appelle The Watcher. Oui, bon, après, c'est vrai qu'il y a étrange et étrange en termes de jeux vidéo. Mais étrange vis-à-vis de la police. Et la police des États-Unis, enfin... Je sais pas qui... Non, c'est juste qu'il était dans sa bagnole devant la maison Oui, mais il a... et qu'il attendait et que du coup, bah forcément, c'était un suspect. Oui, il y a juste ça en fait. Il n'y a pas de preuve ou quoi. Ça n'a aucun lien avec les jeux vidéo. Bah, ça faisait partie des... Enfin, je vois pas le rapport. Ça faisait partie... Ah, ça faisait partie Oui, du dossier. c'est ça. En fait, il a été suspect parce qu'il a été surpris d'attendre de manière suspicieuse. Mais encore, qu'est-ce que ça veut dire, attendre de manière suspicieuse devant la maison, dans sa voiture. Et du coup... Je trouve que t'attends vachement mal, quoi. Que sa copine habitait dans le voisinage et qui jouait à des jeux vidéo étranges. Mais rien n'est mentionné sur ces jeux vidéo étranges. Voilà. Donc, premier suspect. Oui, bon, après, il manquait clairement de suspect et puis bah, c'est tombé sur lui. C'est un peu ça. En plus, il y a eu une forte pression médiatique sur l'affaire aussi. Donc, je pense que le premier gars qui attendait de manière bizarre devant la maison, ils l'ont chopé et ils ont trouvé les moindres choses qui pouvaient concorder. Après, ça se trouve, ils étaient plusieurs à faire ça. Peut-être. Ben, en vrai, le voisinage a l'air d'être assez malsain. En fait, dans les potentiels suspects, le voisinage a émis l'hypothèse que c'était les Brodus eux-mêmes qui s'envoyaient les lettres. Et pourquoi ? Parce que les Brodus, suivant les années, en fait, ont déménagé de maison en maison qui valaient de plus en plus cher. En fait, c'est surtout que les voisins ne voulaient suspecter personne. Genre, personne n'est capable d'envoyer ces lettres, donc c'est sûr que c'est les nouveaux arrivants qui se sont envoyés eux-mêmes. Ah, mais ils ont perdu de la thune, j'y ai pensé en première hypothèse. Ouais. C'était eux qui faisaient ce truc. Bah ouais, ça peut. Hein. En fait, c'était... ils pensaient qu'ils pouvaient pas se permettre... Finalement, ils avaient vu trop grand et qu'ils pouvaient pas se permettre le prix de la maison. Et du coup, qu'ils ont essayé de créer un battage médiatique là-dessus pour pouvoir la revendre. Sauf que ça suit pas. Pour moi, en fait, par exemple, une maison hantée, tu peux la vendre à des gens qui sont passionnés. Effectivement, c'est possible. Mais là, c'est juste quelqu'un qui est chelou et qui peut te faire du mal. Je vois pas à quoi ça servirait de faire ça. Je pars du principe que les gens sont des fois tordus. Il y a aussi, en fait, cette théorie aussi corroborée par le fait que juste après qu'ils aient leur dossier, tu sais, de diviser la maison en 2 était refusé, des gens qui s'étaient exprimés publiquement contre le projet de diviser la maison en 2 ont reçu des lettres anonymes signées les amis de la famille Brodus et qui ont clairement menacé tous ceux qui s'étaient opposés publiquement à ça. Et en fait, c'est le mari qui a avoué que c'était lui qui les avait envoyés.
Ah ouais. Parce qu'il voyait pas d'issue, tout le monde était contre lui, tout le monde le suspectait, et enfin, il arrivait pas à emménager dans cette maison, il trouvait pas de solution, donc... Mais enfin, tu sais, ça me fait penser à Amityville. Amityville. C'est un film, mais c'est inspiré d'une histoire vraie. C'est une famille qui emménage dans une maison qui les rend dingos et qui est hantée. Ouais. Et en fait, il y a eu pas mal d'enquêtes dessus parce qu'effectivement, les précédents propriétaires de la maison, ils ont jamais eu de problème dans cette maison. Et la nouvelle famille a dû quitter la maison en pleine nuit et tout. Et en fait, il y a beaucoup de suspicions sur le fait que ce soit les parents qui aient tout inventé, justement pour des questions d'argent. C'est peut-être, en vrai c'est peut-être eux, mais il y a aussi les syndromes de dépression pour lui et de post-traumatique pour elle, ils témoignent qu'ils ont vraiment vécu un enfer. Donc peut-être qu'ils inventent tout, on ne sait pas. Et il y a un troisième suspect, Michael Langford, un des fils des voisins. En fait, leur famille, les Langford, vivent dans une des maisons juste à côté de la fameuse maison depuis les années 60. La maison appartient à la mère de 90 ans. Les frères et sœurs vivent dans la maison. La famille est vue comme une famille étrange mais inoffensive. Et lui, par contre, a été surpris en train de s'introduire sur le terrain des nouveaux voisins et de regarder par leurs fenêtres. Il a été convoqué par la police, mais la police, suite à plusieurs entretiens, n'a pas déjà trouvé de preuves qui puissent l'inculper, à part ses témoignages, et a abandonné les charges contre lui. Oui, après, c'est vrai qu'en termes de preuves, je sais pas trop ce que la police peut valider comme preuve. C'est ça, à part des comportements suspects, il n'y a pas d'empreinte digitale sur les... Alors, il y a quand même eu une trace d'ADN sur une des lettres tardives, mais ça appartenait à une femme. Ils ont essayé de correspondre l'ADN à une des sœurs du suspect, de Michael Langford, mais ça ne correspond pas non plus. Et donc aujourd'hui, cette maison, elle existe encore ? Aujourd'hui. Ils ont réussi finalement à vendre la maison en juillet 2019. Ils ont quand même perdu pas mal d'argent dedans, puisqu'ils ont perdu à peu près 500 000 dollars dans l'histoire. Mais Netflix a racheté les droits de l'histoire pour un montant à 7 chiffres. Oui, donc ils s'en sortent bien. Ils s'en sortent plutôt bien quand même. Ah oui. Ils ont racheté les droits en 2018 et le film sortira à un moment donné sur Netflix. Il y a eu quand même une bagarre entre 6 studios différents et ouais, le montant est de l'ordre du $1 million. Mais ils n'ont pas d'idée, les scénaristes C'est qu'en fait, moi aussi j'étais là, $1 million quand même. Non, c'est que l'affaire a été extrêmement virale aux États-Unis. Finalement, en fait, ils ont vécu un enfer, mais ils s'en sortent très 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 bien. Et voilà. C'est tout ce que je peux dire et on ne sait toujours pas, et je ne sais pas si on saura un jour, qui est The Watcher. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Juliette au niveau des théories, tu penses que ce serait... c'est quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Après, moi, le premier truc auquel j'avais pensé, c'était effectivement que ce soit la propre famille qui met ça en scène. Si c'est vraiment quelqu'un d'extérieur, je pense que c'est plus quelqu'un qui se fait chier, qui avait besoin d'adrénaline et voilà, pour s'amuser en fait. C'est comme un jeu. Et... S'il n'y a pas eu d'agression, s'il n'y a rien eu, c'est vraiment juste un jeu en fait, pour les rendre dingues et pour avoir l'impression d'avoir du pouvoir sur une famille un peu riche. C'est marrant, c'est comment ces lettres ont contrôlé leur vie pendant plusieurs années. Il n'y a pas eu d'agression, il n'y a jamais rien, mais il a suffi de quelques lettres et de quelques menaces pour que leur vie parte en couille. Bon, après, ils s'en sortent bien, va. Oui. Les droits Netflix, là, ça va. Ça va, c'est bon. Bon, après, les droits Netflix, ils ont acheté les droits qu'en 2018. Il y a eu quand même 4 ans où... Qu'est-ce qu'on fait ? Voilà. Ok, merci beaucoup Sandy pour cette histoire encore d'Américains fous. Parce que la paillette la dernière fois c'était des Américains fous. Un petit peu. Je cherche des histoires françaises mais c'est compliqué. Ah mais c'est bien plus du terroir chez nous. La bête du Gévaudan. Si tu sors un peu des histoires de fantômes ou des choses comme ça, c'est compliqué de trouver des histoires en France. Mais il y en a certainement, mais il faut les trouver. Ouais, mais c'est moins virulent. Oui, c'est sûr. Donc, Netflix rachète pas les droits, quoi. C'est ça. Et du coup, c'était à ton tour, Loli. Je vais vous parler ce soir des pluies d'animaux. Oui. Ah, trop bien. Donc, tous les ans, les habitants de Honduras sont témoins d'un curieux phénomène naturel, et ce depuis maintenant un siècle. Une pluie
de poissons depuis près de 20 ans. Du coup, ils organisent même un festival pour fêter cet événement qu'ils appellent l'Oubia des Peces. Si ça vous intéresse. Excellent. Voilà. Et ça fait un moment que c'est ancré dans la tradition, c'est normal. C'est incroyable. Vous en avez Je peut-être- connaissais les pluies d'animaux, mais je savais pas qu'il y avait des phénomènes qui revenaient, en fait, qui étaient récurrents. Moi non plus, je savais pas qu'il y avait un festival pour ça. Mais c'est le seul que j'ai pu trouver des témoignages de pluies d'animaux. Bon, on va en parler, mais il y en a quand même pas mal à travers le monde. Et c'est le seul qui m'a tapé dans l'œil dans la mesure où ça se reproduit tous les ans depuis un siècle et parfois jusqu'à 4 fois par an. Quand même. C'est... Ça fait... Sans doute. ouais, des coups de poisson, là, bim. Voilà. Donc, je définis ce qu'est la pluie d'animaux pour les auditeurs qui peut-être ne connaissent pas. Une pluie d'animaux, c'est un phénomène météo qui est extraordinaire, pendant lequel une seule espèce d'animaux tombe du ciel. Souvent, c'est des poissons ou des grenouilles, mais parfois, c'est des méduses, des vers, des serpents ou encore des araignées, voilà. Les Le calamités. bonheur, voilà. C'est où les araignées jusque je sais pas. Alors, généralement, c'est Australie, les trucs dégueux. Hein. C'est là où la Terre garde tous ces monstres affreux. Ah. Ouais. Quelle horreur. Parfois, ils retombent intacts et vivants du ciel, d'autres fois complètement gelés et des fois déchiquetés. J'aimerais être dans leur tête à ce moment-là, tu sais, Ah. ils arrivent vivants sur la terre en mode oh là là, qu'est-ce que. Oh là les gars, j'ai vécu un truc. C'est complètement fou. Je viens de me prendre un vol. Parfois même, ils sont tellement déchiquetés qu'on constate juste des pluies de chair et de sang. Donc ça doit être assez creepy. Voilà. Magnifique. On retrouve, comme ce que je vous disais tout à l'heure, des témoignages de pluies d'animaux à travers le monde entier, à des époques différentes, via des écrits, via des témoignages. Mais c'est un phénomène qui n'a jamais été constaté par des météorologues en direct. Et même au Honduras. Eh ben oui. Du coup, si c'est quelque chose qui revient. C'est ça que je comprends pas. J'ai cherché pas mal d'informations et en fait, même dans ce cas-là, il n'y a pas de météorologue qui s'est penché. Après, je pense aussi que ceux qui s'y sont penchés, ils n'ont pas trouvé plus d'explications ou alors ça les intéresse pas vraiment. Donc, pour ceux qui sont peut-être familiers de la Bible, moi je le suis très peu. Donc, je me suis noté la pluie de grenouilles, c'est une des 10 plaies d'Égypte. C'est un châtiment divin. Et à l'inverse, ce que je ne savais pas, c'est qu'il y a eu aussi une pluie de cailles, décrite dans la Bible, pour le peuple hébreu lorsqu'il était affamé. C'est pourquoi, aujourd'hui, il y a encore beaucoup de personnes, en 2021, qui sont persuadées que les pluies d'animaux, c'est vraiment un signe de Dieu. C'est aussi parce que les chercheurs ont mis vraiment du temps à se pencher sur le phénomène et les explications scientifiques ont fait leur apparition à partir du XVIe siècle. Alors, je vais vous parler de quelques-uns de ces témoignages de pluie folle. J'en ai sélectionné quelques-uns. Il y en a un paquet dans plein de langues différentes. En 2015, une pluie d'araignées vivantes en Australie. Quelle horreur, mais Ouais. quelle horreur. En 2012, une pluie de poissons en Martinique. Ça, mais quelle horreur, mais dans un autre sens. Là, c'est juste dégueulasse. Attends, t'es pas au bout de tes peines. En 2011, alors là, c'est vraiment étrange. En 2011, plusieurs pluies d'oiseaux morts à travers le monde. États-Unis, Suède, Québec, Italie et d'autres pays. Un peu plus mignon, en 2009, une pluie de têtards au Japon. Bim. C'est super mignon, les têtards. C'est dégueulasse aussi, les tétards. 2002, pluie de poissons en Grèce. Et là, 1978, pluie de crevettes en Australie. Et ça doit faire mal, les crevettes. Moi, j'imaginais vraiment, vraiment des animaux plus gros, c'est plus de vaches. Alors non, on en parlera, mais c'est souvent des petits animaux. Ne t'attends pas à des chevaux, ce serait violent. Plus de chevaux. Tu sais, la pluie de crevettes, c'est pas mal, hein. Tu sors ton petit seau, et puis t'as ton petit cocktail, après c'est... C'est ça. Sandra, elle a prévu la maillot. 1968, pluie de chair et de sang au Brésil. 57, pluie de grenouilles aux États-Unis. 1877, pluie de serpents aux États-Unis. 1625, pluie de grenouilles à Tournai. On en a eu pas mal en France. Hein. Tu disais que les mystères français C'est vrai, sont pas c'est vrai. rigolos. Moi, je trouve que les pluies de grenouilles, c'est sympa. J'imagine juste... On s'amuse. C'est clair. J'imagine juste comment les populations ont dû recevoir ça en 1600. Bah, Pluie de Dieu. grenouilles. Oui. Voilà. Ou Satan, un des deux. Un des deux. 1578, pluie de souris en Norvège. C'est mignon.
Et je vais m'arrêter là pour la liste parce qu'il y en a eu vraiment beaucoup de Je recensés. savais pas qu'il y en avait eu autant, tout le temps. Et ben moi non plus, je pensais que c'était quelque chose qui datait du Moyen-Âge et qui était un peu fantasmé quoi, par des gravures, des choses comme ça. Et en fait, non, 2012, Puits de Poisson en Martinique, c'est hyper récent, ouais. Donc une des premières explications avancées pour ce phénomène, ça a été fait, ce que je vous disais tout à l'heure, au XVIe siècle, par un auteur anglais qui s'appelle Reginald Scott. C'est un mec qui est à l'origine d'un livre sur le houblon et d'un essai sur le fait que la sorcellerie n'existe pas. C'est-à-dire la sorcellerie n'existe pas. Mais en fait, il a écrit tout un essai. À l'époque, on accusait de sorcellerie plein de choses, et lui, en fait, il démonte pièce par pièce les trucs. Et du coup, donc lui, concernant les pluies d'animaux, il explique que certaines créatures sont engendrées spontanément. C'est-à-dire que d'après lui, les grenouilles grandissent d'elles-mêmes et naissent dans les nuages, et après elles tombent. On est au XVIe siècle, on fait avec ce qu'on a, hein, voilà. Avec les moyens du bord. Quelques siècles après, d'autres personnes supposent plutôt que l'évaporation de l'eau dans les mares fait monter les œufs de grenouilles dans les nuages et que ça éclot dans le ciel et qu'après elles retombent. À partir du 18e et 19e, on a eu d'autres explications plus documentées et plus sérieuses, notamment celle de André-Marie Ampère, qui était membre de l'Académie des sciences en France à cette époque. Et en fait, ça a été le premier à avancer que parfois les batraciens, donc les petits animaux légers, pouvaient être emportés par des coups de vent sur plusieurs kilomètres avant de retomber. Et c'est sur cette théorie que se sont penchés les scientifiques contemporains et actuels, qui l'ont plus creusé et qui expliquent en fait que les pluies d'animaux, c'est un phénomène où effectivement les petits animaux sont aspirés par des trombes marines, par des tornades, qui les capturent et après qui les relâchent des kilomètres plus loin. Comme un gros aspirateur en fait. Oui. Outre les tournades dans les explications scientifiques, il y a aussi d'autres facteurs pour justifier notamment les pluies d'oiseaux morts. On peut supposer que ce sont des oiseaux qui sont décédés de collision en plein vol à cause d'un mouvement de panique. Donc ça peut être un feu d'artifice, un pétard, un autre événement traumatisant. Mais en gros, il y a eu un claquement, un bruit qui les a fait paniquer. Et ils se sont tous rentrés dedans et bim. Et enfin, tout à l'heure, on parlait des araignées qui vous dégoûtaient. Et pourtant, je trouve que c'est l'explication la plus mignonne qu'aient trouvée les scientifiques pour les araignées. Il s'agirait d'un moyen de déplacement. En fait, les araignées, elles tissent comme un petit parachute. Et comme ça, elles peuvent voler sur des milliers de kilomètres jusqu'à 3000 mètres d'altitude et coloniser d'autres terres, comme ça, tranquille, avec leur parachute. J'imagine tellement en mode c'est parti. Je trouve ça trop mignon. Elles sont si fortes. Et dans un registre un peu plus insolite, mais toujours scientifique, en Géorgie, en 2009, il y a eu une pluie d'oiseaux morts. Et en fait, c'était qu'une seule espèce, bon, comme souvent. Et il s'avère que c'est une espèce qui mange un certain type de baies. Et ce sont des baies qui peuvent être toxiques à grande échelle. Donc en fait, ils se sont tout simplement empoisonnés et ils sont morts en volant. Et la pluie de têtards au Japon en 2009 a été étudiée aussi par les scientifiques. Et ça, c'est trop mignon. En fait, ils ont découvert que c'était des têtards qui étaient vomis par des hérons en plein vol. Je sais pas si le terme mignon est... T'imagines, t'as un petit héron, oh putain, j'ai trop bouffé. Ouais, mais c'est bizarre que pourquoi tous les hérons d'un coup ils vomissent tous en même temps. Je sais pas, peut-être que le tétard n'était pas frais. Donc là, c'était des explications scientifiques, mais vous me connaissez. On va avoir les explications alternatives, évidemment. Les extraterrestres. Alors, sur les explications alternatives, je vais vous parler, dans un premier temps, des théories supernaturelles et religieuses. Pourquoi il y a toujours Dieu à un moment donné? Alors voilà, et il faut le noter, c'est donc l'intervention divine. Voilà, bon, ça c'est fait. Ensuite, les extraterrestres. Les extraterrestres. Une autre théorie concerne donc aussi le ciel, mais sans la dimension divine. C'est qu'en fait, ces pluies seraient dues à des visiteurs extraterrestres qui viendraient nous visiter et qui recueilleraient des vivres pour analyse ou pour manger. Et lorsqu'ils doivent quitter notre planète, ils les laisseraient tomber par inadvertance ou s'en délesteraient volontairement. Oh putain, j'ai perdu mes crevettes. Oh non, faites demi-tour. Mais vous, sinon, les araignées, on les lâche. On n'a pas besoin de ça, les gars. Allez, hop. Une autre théorie qui a été avancée,
c'est la théorie militaire. En fait, il y aurait des tests secrets militaires d'armes dites scalaires. C'est les armes Tesla. Je sais pas si vous en avez entendu parler déjà. Non. C'est un peu une arme fantasmée. Et, ce qui est pratique avec ce terme, c'est que c'est un terme hyper générique. Ça désigne des armes qui utilisent des technologies ultra secrètes et sur laquelle tu peux pas avoir d'informations scientifiques sérieuses. Bah, ça n'explique pas pourquoi il y a eu des témoignages de pluies d'animaux depuis les années 1600. Je suis d'accord avec toi. Après, je comprends, mais... Peut-être qu'en 1600, ils se sont intoxiqués et qu'après, ils se sont pris des champs électromagnétiques, je sais pas. C'était peut-être des voyageurs dans le temps aussi, on sait pas. On ne sait pas. Donc en tout cas, voilà, se disant avec ces fameuses armes, ça manipulerait l'environnement avec un rayon électromagnétique et ça provoquerait la mort des oiseaux en plein vol. Et ma dernière théorie alternative, qui est ma théorie préférée, c'est la théorie sur l'espace-temps. Donc, c'est une théorie qui est proposée par Charles Holford, dont certains auditeurs peuvent être familiers. En fait, l'œuvre de cet auteur américain est à l'origine du mouvement Fortean, autour de 1931, et de la Fortean Society, qui est un groupe qui enquête sur les phénomènes étranges et inexpliqués. C'est le premier chercheur qu'on dira sérieux sur les phénomènes paranormaux. Et en France, sa pensée a donné naissance au courant du réalisme fantastique en 1960. Dis donc. Je sais pas si t'es familière du réalisme fantastique. Non, pas trop. Je fais globalement définition wiki. C'est un mouvement de contre-culture des années 60, ayant pour vocation la recherche scientifique, l'objet d'études de domaines considérés comme exclus à tort par la science officielle, c'est-à-dire phénomènes paranormaux, alchimie, civilisation disparue, etc. Ça a l'air d'être des gens bien quand même. Mais oui. Ces adeptes estiment parfois que le cerveau humain disposerait de pouvoirs sous-exploités et que l'humanité a peut-être établi des contacts avec des extraterrestres, notamment sous d'anciennes civilisations disparues. Donc un courroux de pensée, tout ce qui est le plus sympa. Mais oui. Donc Charles Holford proposait la théorie sur le fait qu'il y ait plusieurs dimensions et espace-temps. Et qu'en fait, les animaux qui tombent du ciel se téléporteraient. Ce qu'il faut savoir, c'est que Ford, c'est la première personne à utiliser le terme de téléportation. Mais ils se téléporteraient comment? Avec leur petit téléporteur? Alors, attends, mais tu vois, ça rejoint le courant de pensée du réalisme fantastique, parce qu'en fait, d'après lui, le pouvoir de la téléportation, ce serait un pouvoir oublié, un vieux pouvoir, qui peut parfois refaire surface, et c'est pourquoi, parfois, des hommes se sont réveillés complètement nus dans la rue, parce que le problème de ce pouvoir, c'est qu'il n'inclut pas les vêtements. Attends, des hommes se sont réveillés complètement nus dans la rue? C'est quoi cette affaire? Je sais pas, c'est un fact historique où des gens se sont réveillés nus comme des vers dans la rue, ils savaient pas pourquoi, ils savaient pas d'où ils venaient, et en fait, ils se seraient téléportés. Ouh, ils ont une soirée complètement folle, avec des gens qui explosent. Donc en fait, d'après lui, les pluies d'animaux, ce seraient tout simplement des animaux qui se téléporteraient et qui tomberaient en fait de la super-mer des Sargasses, qui est un espace où les choses perdues se téléportent et qui serait dans l'espace. Une mer dans l'espace où dès que tu perds un truc, ça se téléporte dedans et parfois ça tombe. Ça a l'air fou. Il y a l'air d'avoir tellement de drogue dans tout ça. Là où ça m'a donné du fil à retordre, c'est parce que j'ai eu du mal à trouver des infos sur cette super-mer. Je n'ai pas lu les œuvres de Charles Ford, donc en fait c'est un terme qui moi m'était inconnu. Et le rare article que j'ai pu trouver sur la super-mer, ça a été via la Wayback Machine. Et du coup, j'ai retrouvé une archive d'un article Wikipédia de la super-mer des Sargasses qui a été vu pour la dernière fois en février 2020 avant d'être supprimé. Et aujourd'hui n'existe plus. Ok. D'ailleurs, j'encourage vivement les auditeurs qui nous écoutent à utiliser la Wayback Machine pendant vos recherches parce que c'est vraiment un outil top pour la liberté d'information, dans la mesure où évidemment vous vérifiez les sources, parce qu'il y a beaucoup de sujets, de courants de pensée, de thèmes qui sont strikés, et notamment sur Wikipédia. Ça marche pas pour tous les sites, mais les principaux, les plus gros où il y a le plus de trafic sont référencés généralement mais dessus. Souvent c'est des trucs wiki qui ressortent. Et alors pourquoi je vous dis ça? Parce que toutes les théories alternatives que je vous ai présentées, elles ont été complètement strikées du Wikipédia de la page Pluie d'animaux en mars 2016. Soit 10 ans après la création de l'article original, et malgré 10 ans d'enrichissement et de correction collective. Et ça, pour le savoir, eh bien, en fait, quand tu vas sur une page Wikipédia, tu peux voir tout l'historique des modifications. Depuis la création de l'article, qui a modifié, qui a suggéré, pourquoi, etc. Et c'est ainsi que j'ai pu découvrir, par exemple, que le créateur original de la page Wikipédia des pluies d'animaux
est un utilisateur qui a quitté la plateforme autour de 2011 après s'être fait temporairement striker et que la personne qui a supprimé toutes les parties explications alternatives pour raison de paragraphes non pertinents, en fait, c'est un utilisateur qui, d'après ses propres propos, fait des patrouilles sur Wikipédia. Donc en fait, en gros, le mec, c'est la police de Wikipédia. Police du contenu, bonjour. Ouais, voilà. Et en fait, je trouve ça... Enfin, tu vois, ça fait bizarre parce que, ok, c'est des théories alternatives qui sont peut-être un peu foutraques, mais je pense qu'il faut penser à tout, quoi, tu vois. Faut pas... Bah, tant que c'est pas... Comment te dire ? Je suis pour la liberté d'expression et que tout le monde puisse dire ce qu'ils veulent, mais tant que ça fait pas du mal aux autres, par exemple, je te parle des théories nazies ou des choses comme ça. Enfin, oui, là, oui, bien sûr. Voilà. Mais effectivement, si c'est des théories un peu fantasques, mais enfin, même très fantasques, ouais. Je vois pas pourquoi tu devrais les striker, tu vois. Enfin... Voilà. Donc, okay. Je pense que malgré l'aspect presque drôle des pluies d'animaux, c'est vrai que c'est assez rigolo. C'est un sujet qui est assez important et encore plus curieux quand tu captes que la moitié des propositions étaient strikées sur Internet. Donc je pense qu'il faut faire attention à ça et continuer à penser au-delà de ce qu'on nous demande de penser. Ok. Ben, merci Loli pour ton histoire de pluie d'animaux folle. Je retiens quand même qu'il existe des pluies d'araignées et je reste certaine que c'est un plus mauvais présage que les oiseaux morts. Même si c'est des petites araignées mignonnes avec leur parachute. Je ne veux pas voir ça sur moi. Et voilà, eh bien c'est tout pour nous ce soir. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous faire part de vos théories les plus folles, à partager autour de vous si vous connaissez des gens qui sont pas fermés aux extraterrestres. Plutôt ouverts, on va dire. Et visiblement qui sont empreints de... Comment te dire ? Qui aiment bien les théories du châtiment divin. On en parle souvent du châtiment divin. Ouais, mais c'est vrai que... Comment veux-tu expliquer tout ça Les gens qui explosent. Exploding people. J'avoue. Merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. C'était le 3e épisode et on se dit à très vite. Bye bye. Bye.